Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce moment, cette rencontre, cette parenthèse inspirante avec Christian. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Christian Junot. Christian qui est auteur, conférencier et pacificateur de notre relation à l'argent. Christian, vous le savez, vous le connaissez, qui a écrit Ce que l'argent dit de vous, qui est un best-seller, et qui a coécrit également avec Lilou Massé le défi des 100 jours sur le thème de l'abondance, et qui a écrit également avec Evelyne Faniel, libre d'être enfin soi-même, c'est ça? Enfin libre d'être soi-même, c'est Enfin ça. libre d'être soi-même. Les bons mots étaient là. Mais pas dans le bon ordre. Voilà. Voilà. Donc Christian, je te remercie beaucoup. Je suis vraiment honorée d'être avec toi. Je sais que tu as un emploi du temps chargé puisque tu es de passage à Paris pour ton séminaire live Amis avec l'argent. Donc merci de me recevoir, de Avec m'accorder plaisir. du temps. Je voulais, avant de commencer, te dire, et sincèrement je le pense, que tu es une personne, pour moi, qui fait partie des gens qui sont inspirants. Inspirant parce que deux raisons essentielles finalement pour moi, c'est ton parcours déjà, le fait d'avoir osé quitter un monde confortable, celui de la banque, pour te lancer dans l'accompagnement des autres, sur un thème en plus quelque peu délicat, voire tabou chez nous. Je confirme. Et également inspirant parce que la qualité de ton travail est vraiment géniale. Je te le disais tout à l'heure, et puis tu le sais, j'ai assisté à ton séminaire au mois de septembre. J'étais venue avec des attentes plutôt professionnelles et je suis ressortie alors avec les réponses à mes attentes professionnelles, mais surtout avec beaucoup de changements intérieurs, personnels, sur des domaines qui a priori n'avaient rien à voir avec l'argent, mais où finalement l'argent était présent en trame de fond et jouait son petit rôle de saboteur, j'ai envie de dire. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, donc je te remercie. Et vraiment, ce que tu fais, c'est formidable. Bravo. Merci. Ben, merci déjà, ton feedback me ravit parce que voilà, j'ai envie que tout ce que je fais, que ça ait un impact positif pour les personnes. Ouais. Donc je vois que c'est le cas, tant mieux. Oui, et je crois que tout le monde était ravi vu les témoignages que j'ai pu voir. Donc là, je pense que cette rencontre va beaucoup intéresser les personnes qui me suivent et les personnes particulièrement que j'accompagne dans leur transition entrepreneuriale, qui passent du salariat au métier du bien-être, de l'accompagnement, et les personnes qui cherchent à développer leur activité, parce que finalement, tu le sais, tu l'as vécu, je le sais, je l'ai vécu, l'argent est un vrai sujet en soi dans ces moments de transition dans la vie, et prend parfois beaucoup d'importance, voire trop d'importance. Et comme tu le dis souvent, il faut remettre l'argent à sa juste place. Oui, c'est exactement ça. C'est bien mon objectif au niveau sociétal, c'est vraiment de remettre l'argent à sa juste place. Ouais. Alors du coup, je te propose qu'on commence avec peut-être quelques mots sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à changer, à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, de mon parcours, donc j'étais effectivement 23 ans dans une très grande banque, 17 ans comme conseiller en placement financier. J'étais dans ce qu'on appelle une prison dorée. Dorée parce que bien payée, des beaux revenus, mais ça restait une prison quand même. Et dans ces prisons, souvent ce qu'on oublie, c'est que, un, on s'y enferme tout seul, et puis deux, la clé est à l'intérieur. Donc ça veut dire que ça dépend que de nous d'en sortir, ça c'est la bonne nouvelle. Et en même temps, moi, ma sortie s'est faite de manière un peu particulière, puisque j'ai été viré avec 5000 autres suite à la crise des subprimes en 2009. D'accord. Alors même si à l'époque on m'a proposé un autre travail, parce que j'avais très bonne réputation, je dis non, cette fois je profite de cette opportunité que la vie m'amène pour vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, c'était vraiment m'occuper de l'humain, parce que c'était ma passion depuis longtemps. Mais effectivement, j'avais moi-même mes propres freins, aussi en lien avec l'argent, entre autres. D'accord. Et pourquoi alors choisir d'aider les gens sur cette thématique-là? Alors, il y a ton histoire, j'imagine, professionnelle? Oui, non, mais en fait, c'est venu un peu par les hasards de la vie, parce que moi, je voulais vraiment effectivement accompagner les êtres humains, mais je suis un spécialiste de la communication non violente, je me suis formé au coaching, aux constellations systémiques familiales, et vraiment dans mon idée que j'ai décidé de me mettre à mon compte début 2010, c'était vraiment de faire la CNV, d'aller en entreprise, faire du leadership, du management, c'était vraiment ça l'idée, pas du tout de travailler la relation à l'argent. Ouais. Simplement, il y a eu deux choses. La première, c'est que j'ai connu 4 ans avant un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche des années 80 et 90 sur ce thème-là.
Et j'ai été son organisateur pendant 3-4 ans, donc je suivais 2 fois par année les ateliers que j'organisais pour lui, et j'étais fasciné par ce qui se passait. Et donc je connaissais ce thème-là. Et si tu veux, ça m'avait permis de faire ce travail de relation à l'argent absolument nécessaire pour moi, qui était plein de peur. Et qu'au moment où je suis devenu indépendant, au moment où ça arrivait brusquement comme ça, mais que j'ai vraiment accepté comme un cadeau, j'ai vu à quel point j'étais tranquille et serein, alors qu'avant, je n'étais pas tranquille et serein, alors que je gagnais beaucoup d'argent. Je dis pas juste avant, mais les années auparavant. Hmm. Donc j'ai vu que ça faisait une telle différence, je me suis dit, mais c'est trop bête que d'autres puissent pas vivre ce chemin que moi j'ai vécu, ou que je suis en train de vivre, d'une part. Et puis en fait, à force d'avoir suivi Peter, un jour il m'a dit, mais Christian, je ne vais plus le faire, tu vas faire ça toi-même. Alors, outre le D'accord. fait de Quelle confiance. toucher le complexe de l'imposteur, qui suis-je pour remplacer le maître? Je lui ai dit, tiens, je vais essayer une fois, ça a super bien marché. J'ai dit, peut-être un coup de chance, une deuxième fois, ça a bien marché. Et de fil en aiguille, j'y suis allé. Puis après, en France, parce que comme tu l'as dit, Hmm. en France, le thème est très tabou, en Belgique, au Luxembourg, au Québec. Enfin, c'est devenu mon activité pratique presque à 100%, quoi. Ouais, génial. Mm. En fait, l'envie de transmettre la transformation que tu avais vécue, toi, c'est Ouais. ça? Mais de toute manière, de tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est un travail de conscience. C'est toujours ça qui Ouais. m'intéressait, c'est comment est-ce qu'on peut gagner en conscience, être plus conscient de ses fonctionnements, que ça soit de soi à soi, bien sûr, mais de ce qui se joue dans la relation. Et aujourd'hui, souvent, je dis oui, je suis un spécialiste de la relation à soi, aux autres et à l'argent. Parce que tout ça est complètement et intimement lié. Et tu l'as vu toi-même, tu disais, on travaille la relation à l'argent et ça a des liens sur les relations aux autres Ouais, aussi. c'est fou. Mhm. C'est fou. Sur plein de domaines, Ouais. finalement, où l'argent est au fond, mais on le voit même pas. Moi, j'utilise l'argent, la porte d'entrée de la relation à l'argent comme un prétexte pour Hmm. mieux se rencontrer, se découvrir, créer plus de paix en soi. Et c'est pour ça que ça a une influence sur quelque chose de bien plus vaste que l'argent. Ouais, c'est exactement ça. Mhm. Tu parlais il y a quelques instants du leadership, de l'entreprise, etc. Et effectivement, j'ai pu suivre un peu ce que tu faisais et j'ai vu que tu faisais des formations en entreprise. C'est Mhm. génial. Les Mhm. entreprises aujourd'hui t'accueillent Mhm. pour travailler sur Mhm. Alors, l'argent. oui, alors pas autant que j'aimerais, mais quand même oui. Déjà, toi, au moment où on tourne cette vidéo, pas plus tard que hier soir, j'ai fait une conférence au Centre des jeunes dirigeants. D'accord. Donc j'avais 30, 35 effectivement jeunes dirigeants d'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a eu un super accueil parce que la plupart m'ont dit waouh, ça ouvre des portes qu'on n'avait pas imaginées. Vraiment, et c'est comme s'ils découvraient des choses d'eux, de leur fonctionnement. Donc c'est vrai que c'est plus par des associations professionnelles plutôt que des entreprises, parfois des entreprises aussi, mais plutôt des petites. Et j'espère bientôt que les grandes s'y intéresseront aussi. Mais en tout cas, je suis très content de pouvoir intervenir dans ces milieux-là parce que ça me paraît très nécessaire aussi. Ouais, et puis ça peut faire bouger plein de choses, les Mhm. systèmes de Oui, rémunération, j'imagine, dans oui, les entreprises. tout à fait. C'est extra que les Mhm. dirigeants s'intéressent à ça, c'est top. Mhm, absolument. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projections qu'on peut faire sur l'argent? Parce que ça, Ouais, c'est un sujet dont tu parles beaucoup et oui, qui est très présent. C'est important aussi d'en prendre conscience. oui. Alors ça, c'est vraiment la base de mon travail sur la relation à l'argent, c'est-à-dire à travers les travaux de Peter, d'avoir découvert qu'en fait, l'argent est comme un écran de projection, quelque chose de neutre sur lequel nous allons projeter des choses, nous allons coller ou associer des choses à l'argent. Alors certains vont associer, comme je l'ai fait très longtemps, sécurité. L'argent, c'est la sécurité. L'argent, c'est la liberté. L'argent, c'est l'autonomie, le confort de Ouais. vie. C'est des grands classiques. Et d'autres vont dire l'argent, c'est une source de stress, une source de conflit. C'est l'injustice, ou c'est les inégalités dans le monde, tu vois. Donc chacun, sur ce truc-là qu'on appelle l'argent, va y coller des choses. Et en fait, mais c'est inconscient, en fait. Moi, il m'a fallu, je pense, 40 ans, ça fait en tout cas 40 ans que j'ai associé argent-sécurité sans le savoir. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que la source ou le moteur de nos comportements avec l'argent n'a rien à voir avec l'argent. La source, le moteur de comportement avec l'argent, c'est notre projection sur l'argent. Ouais. Que si je pense que l'argent, c'est ma sécurité ou ma liberté, je vais me comporter très différemment que si je pense que l'argent, c'est sale ou que l'argent, c'est une source de conflit. Mais simplement, moi, mon premier rôle, en quelque sorte, c'est de permettre aux êtres humains de prendre conscience de ce qu'ils ont collé sur l'argent parce que, encore une fois, c'est ça qui va être le vecteur de leur comportement. Et je pense qu'au moins 95 ou 98% des gens n'ont pas conscience qu'ils associent quelque chose à l'argent, comme moi-même, puisqu'on n'en parle pas. Donc si on n'en parle pas, c'est comme si ce thème-là n'existait pas. Et pourtant, de mon expérience, notre relation à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. Ouais. Et ces projections, elles viennent d'où, du coup? Oui, alors il y a plusieurs choses. La première, ça peut venir parfois de blessures.
Alors moi, je pense que c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers mes propres blessures de mon enfance, je me sentais très insécure de mon cadre familial, manque d'estime de moi et tout. Donc, j'essayais de compenser ce manque de sécurité en allant chercher la sécurité à l'extérieur. D'autres qui vont associer liberté, peut-être se sont sentis à l'étroit ou coincés, et ils ont tellement soif de liberté qu'ils veulent à tout prix, mais encore une fois, c'est notre manque de liberté intérieure qu'on va essayer de chercher à travers l'argent. Ouais, Et d'autres peut-être auront toujours entendu dans leur famille que l'argent c'est sale ou que l'argent c'est ci, ou qu'ils ont été eux-mêmes témoins de parents qui se querellaient ou de successions qui sont mal tournées, qui ont mal tourné, et c'est là qu'ils vont associer argent égale source de conflit, tu vois. Il peut y avoir différentes raisons qui font que tout à coup, on va coller un truc sur l'argent, et ça peut leur changer hein, au cours de vie, on ne sait pas, c'est pas c'est définitif, ça. qui Ouais. fait que ben voilà, tout à coup, on va avoir une opinion, un avis sur l'argent de cette manière qui influencera nos comportements avec l'argent. Et cette projection peut ne pas venir de nous finalement, venir Oui, de ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu vivre, de nos ouais, parents, de nos grands-parents, etc. Puis de l'histoire familiale très qui... clairement, très clairement, nous sommes bien, bien influencés. Je prends un exemple que je rencontre souvent, c'est parce que je peux en parler. Si dans la famille, il y en a un qui a peut-être bien réussi dans le sens extérieurement parlant et financièrement parlant, et que tout à coup, ou il a un accident, ou il meurt finalement jeune d'une maladie, ou comme je l'entends parfois, tout à coup, il prend la grosse tête et puis il part avec sa... C'est le grand-père qui part avec sa maîtresse, laissant femme et enfant dans la misère. J'ai entendu plein de fois ce genre de trucs-là. Ouais, Tu vois, donc à un moment donné, si celui qui a les signes de réussite a ou une situation malheureuse ou un comportement qui n'est pas OK, dans l'inconscient familial, on va se dire, voilà, quand on réussit ou quand on gagne de l'argent, ça fait perdre la tête, donc autant ne pas gagner d'argent, autant ouais. ne pas gagner trop. Donc, tu vois, mais les gens sont absolument pas conscients de ça. C'est au moins ils font ce travail que je leur propose, d'un coup ils disent, ah ouais, il y a ce truc-là, et je suis Ouais, inconsciemment influencé par ça. c'est ça. J'ai fait des déductions qui n'ont Mhm. rien à voir finalement, mais je suis partie d'une situation où Ouais. l'argent était présent. Voilà, absolument. Et j'ai peut-être même pas connu ce grand-père, j'étais pas là, pas Ouais, né quand cette situation existait, mais je suis porteur de cette histoire-là aussi. d'accord. Et quand tu parlais des projections tout à l'heure, est-ce qu'il est possible d'avoir des projections, on va dire, contradictoires, à la Mhm. fois projeter du positif, mais aussi du Oui, négatif, et qu'est-ce que ça donne finalement? oui, 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 alors absolument. Donc il y a un certain nombre de personnes qui projettent l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'on ait envie de l'argent et d'une certaine manière qui repoussent, qui n'aiment pas l'argent. Ouais, Donc ça existe également, donc qui ont l'un et l'autre, parce que je peux comme être insécure et vouloir compenser mon insécurité par de l'argent, et en même temps trouver que l'argent, c'est l'injustice dans le monde, et puis être mal à l'aise. Dès que j'ai de l'argent, je suis mal à l'aise, parce que je me dis, mm, waouh, je suis comme ces gens qui ont de l'argent, et puis je veux pas être comme eux. Donc tu vois, cette sorte de déchirement intérieur, en fait, que ça se manifeste. Alors souvent, c'est des personnes que j'appelle qui ont tendance plutôt montagne russe, c'est que ouais, dès qu'ils ont un peu d'argent, tout à coup, ou ils vont attirer des situations où eux-mêmes vont inconsciemment, tout à coup, avoir une sorte de fièvre acheteuse et vont dilapider leur argent d'une manière qui n'est pas vraiment gagnante. ouais. Ou alors attirer des personnes, des situations, tout à coup, où l'argent va être mal investi, l'argent va foutre le camp, et qui vont vivre des hauts et des bas, mais qui est vraiment le fruit de ce conflit intérieur avec j'aime, j'aime pas, tu vois, ou j'ai Une envie, j'ai pas forme envie. d'auto-sabotage finalement avec l'argent. Alors c'est complètement l'autosabotage, mais absolument inconscient. Ouais, Absolument inconscient. Ouais. d'accord, ok. Mm. Et par rapport aux croyances, Oui. est-ce que c'est en lien avec les projections, les croyances qu'on... Ben, pour moi, oui, parce que si tu veux, on en fait une croyance comme moi j'avais fait une croyance, mais tout le temps, nous avons des croyances qui sont inconscientes à un moment donné. Ben, moi j'avais fait une croyance, ma sécurité dépend de mon argent. Donc toi, si ça c'est l'argent et ça c'est la sécurité, j'avais fait un truc comme ça, c'était Mm, complètement lié. Et quand je courais après mon argent, ce que je ne savais pas, c'est que je courais après ma sécurité. ouais, Et en fait, je faisais fausse route parce que j'essayais d'avoir toujours plus d'argent, alors que je devais aller m'occuper de ma sécurité intérieure, autrement dit mon manque d'estime de moi, mon manque d'amour pour moi. C'est de ça que je devais m'occuper. Mais tant que je suis à courir après l'argent, je ne faisais pas le bon travail qui est ici. C'est la même chose si on va s'occuper de sa liberté, et parce qu'on manque de liberté de faire ce qui est bon pour nous, de dire ce qui est bon pour nous. C'est là que ça se passe et ce n'est pas une histoire d'argent. Donc c'est important que là, on crée des croyances, mais après, il peut y avoir d'autres croyances qui est, que j'entends souvent, c'est ben, les riches sont des malhonnêtes, hein, par exemple. Tous ceux qui ont de l'argent l'ont forcément fait sur le dos des autres, voilà, des autres croyances. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein, j'entends des personnes qui disent, on m'a toujours dit dans la famille, l'argent ne fait pas le bonheur. Quand on est enfant, qu'on entend ça tout le temps, à un moment donné, on va le croire. mm, mm. Donc, tu vois, il y a encore une fois ces croyances qu'on s'est fabriquées toutes seules et les croyances qu'on a repris quelque part, presque, j'allais dire, insidieusement sans s'en rendre compte. Ouais, 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 des croyances qui sont limitantes finalement. Absolument, qui sont limitantes parce qu'en fait, on ne s'ouvre pas à tous les possibles.
Moi, ce que je vois beaucoup, beaucoup, et je pense que la grande majorité des êtres humains avaient ce que j'appelle des plafonds de verre. Mmh. Des plafonds de verre, c'est comme des limitations qu'on se met. Les limitations, elles se mettent, me semble-t-il, en tout cas dans mon thème, sur 3 niveaux. C'est un plafond qui, je ne vais pas dire qu'on a les 3 niveaux, mais on peut avoir un des 3. Ça peut être un plafond de revenus, on ne s'autorise pas à gagner plus que tant. Alors, je prends un exemple, tout à coup, parce qu'un certain chiffre, même symbolique, peut paraître beaucoup, et on ne Ouais. s'autorise pas à plus que ça. Mais ça peut être parce que ce plafond, parce que je viens, par exemple, le salaire de mon père, c'était tant, et je ne m'autorise pas à gagner plus. Ou je viens d'un milieu, peut-être un milieu familial financièrement plutôt défavorisé, et je ne m'autorise pas à gagner beaucoup plus que ça parce que je n'ose pas trop sortir du lot, en quelque sorte. Mmh mh. Ce qui fait que ou j'aurai effectivement des revenus qui seront plafonnés d'une manière ou d'une autre, ou j'aurai même une fortune dans le sens des économies que je n'oserais pas aller plus qu'à un certain niveau, ou parfois c'est carrément au niveau de la réussite. Quand j'entends réussite, c'est de s'autoriser dans sa grandeur, que nous avons tous, hein, s'autoriser à se déployer pleinement. On va se limiter soi-même parce que pas être trop visible, quand même pas trop, pas exagérer par rapport à de là où je viens, par exemple, ou peut-être la croyance que si on se montre trop, il y a un prix à payer. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là font qu'il y a des plafonds de verre. En tout cas, moi, j'en ai déjà pété un, deux, trois, en tout cas deux sur. Ouais. Et je vois que chaque fois, il y a quelque chose d'une autre ampleur qui se passe. Je m'autorise à être plus visible, voir plus de monde, et je veux dire simplement être plus dans ma mission, Mmh. parce que c'est comme si ces plafonds de verre, c'était comme des fois des fils invisibles qui sont accrochés à notre dos et qui nous retiennent, on a envie d'avancer, et ça nous Ouais. tire en arrière, en fait. Ouais, ouais. Et ça, c'est des sujets sur lesquels tu travailles d'ailleurs dans tes Complètement, formations, les complètement. plafonds de verre? C'est Ouais. même la base ouais, D'accord. la Ouais. base de mes formations, c'est le plafond de verre, c'est les projections. En fait, c'est comment revoir l'argent comme quelque chose dit de neutre, de juste pour à quoi il sert, plutôt donc en quelque sorte décoller tout ce qu'on vient coller sur l'argent, Ouais. pour voir l'argent comme un outil qui est quelque chose qui est bien utile, qui est vraiment qui nous rend service, et puis pouvoir s'autoriser à gagner de l'argent, j'ai envie de dire sans limite. Et quand je dis sans limite, j'insiste sur une chose, c'est pas comme un but en soi. Parce que quand on veut gagner beaucoup d'argent comme un but en soi, j'ai travaillé dans une grande banque qui avait ce but-là, on voit à quel point il y a des problèmes d'éthique. Mmh. Mais juste s'autoriser à gagner de l'argent sans limite, dans le sens, on verra bien. J'ai écrit des livres, j'ai pas écrit des livres pour que personne les lise. J'adorerais que des millions de personnes les lisent. C'est pas le cas aujourd'hui, mais Faut se le dire. même s'il y a beaucoup de personnes qui le lisent, je suis déjà très content. Mais si des millions de personnes le lisaient, potentiellement, je deviendrais millionnaire. C'est une conséquence, tu vois. Alors que je ne vais pas dire, ah non, 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 je ne veux pas gagner trop d'argent, alors ce qu'il ne faut pas que les gens achètent mon livre. Mmh. Non, j'ai envie d'avoir une vraie influence de la société. Et à partir de là, je m'autorise à gagner de l'argent sans limite, pas comme un but en soi. Et puis, si j'en ai plus que nécessaire, je le ferai circuler. De toute façon, j'essaie de le faire circuler d'une manière qui a du sens, qui Ouais. profite à l'ensemble de la société, qui construise la société de demain. Ça aussi, c'est important parce que c'est ce que tu dis souvent, c'est que les gens, vont avoir des projections négatives sur Mhm, l'argent, du type: «L'argent, c'est sale» mhm, ou «L'argent, ça rend comme ci, comme ça», donc mhm. j'essaye de l'éloigner un maximum, inconsciemment Mhm. souvent. Mais finalement, cet argent, si on en avait beaucoup, il pourrait servir à faire de belles choses, donc Mais bien sûr. c'est pas quelque chose de négatif en soi. Bien sûr, parce que nous avons tous, toi et moi, et tous ceux qui nous écoutent, on a tous des exemples de gens qui ont de l'argent et qui l'utilisent d'une manière douteuse ou qui le Mmh. gagnent d'une manière pas très éthique, il n'y a pas beaucoup de valeur, on veut gagner sur le dos des autres. On a tous ces exemples-là. Ouais. Par contre, souvent, ce que je vois, c'est quand je dis, mais est-ce que ce n'est pas des exemples de gens qui ont tiré beaucoup d'argent et qui ont fait des choses formidables? Et c'est plus difficile à trouver, pourtant ça existe. Mmh. Je prends un exemple, Mère Teresa a tiré énormément d'argent. On ne l'a pas utilisé beaucoup pour elle parce qu'elle avait un but. Même l'abbé Pierre a tiré énormément d'argent aussi, mais pour ses objectifs aussi. Et il y a plein d'autres personnes qui attirent de l'argent, simplement, ils vont le faire circuler d'une manière, encore une fois, qui est constructive. Et aujourd'hui, on a quelque chose de formidable. Entre autres, on a les financements participatifs, on appelle crowdfunding. On a même du crowdlending, on peut même prêter Mmh. aussi, qui fait qu'on peut prêter, on peut financer, on peut soutenir, sponsoriser des projets qui ont du sens, qui ont du cœur, et on va accélérer le mouvement de transformation de la société. De cette manière-là, on peut le faire seulement si on a assez d'argent pour pouvoir le distribuer. Donc c'est dommage de s'en priver parce qu'en fait, l'argent, moi je vois que l'argent, c'est comme un formidable bulletin de vote qui permet, un bulletin de vote plus efficace que le vote qu'on met 2 fois par année dans une urne. À chaque fois que j'achète quelque chose, en fonction des valeurs que je mets derrière, j'accélère ce mouvement de transformation. Ça, c'est un truc que j'ai changé depuis le séminaire, tu Mhm. vois? C'est que j'essaye d'être, quasiment tout le temps de payer en liquide. Mhm. Parce que justement, je veux me rendre compte de la valeur Mhm. de ce que je paye et Ouais. puis de où je le mets. Et je trouve que quand c'est en liquide, on Ouais. s'en rend davantage compte que Oui. quand on présente une carte bancaire. Que tu présentes une carte bancaire, que tu dépenses 5 ou 5 000, tu fais le même code, puis tu mets C'est yes, même ça, chose. c'est ça. Hein? Donc, tu vois, tu n'as pas,
quelque part, c'est vrai qu'il n'y a pas cette différence de sortir quelque chose. Hein. Ouais, et puis ça donne de la valeur. Tu vas acheter dans un Ouais, magasin bio, tu payes ouais. en liquide, tu as l'impression vraiment de 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 donner. faire un geste Ouais, pour l'environnement, pour la ouais, santé, et ouais. cetera. Et puis pour la personne qui tient ce magasin-là que Voilà. tu viens Ouais. alimenter finalement. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que ben, je viens, j'étais dans un magasin bio à 2 pas d'où on est ici. Et c'est vrai que chaque fois que je vais dans un magasin comme celui-ci, en achetant chez eux, d'une certaine manière, je suis en train de leur dire, j'encourage à ce que votre projet ait du succès et Ouais. je viens y donner de l'argent. Ben, bien sûr, j'ai quelque chose en retour aussi, mais je suis content de le faire parce que c'est ma manière de vous encourager pour que ça continue. Mmh, c'est ça. Mm. Et alors la peur du manque, Oui, Christian, parce oui. qu'alors ça c'est quand même le sujet aussi, là, il y a Mhm, c'est mhm. lié d'ailleurs à la sécurité, j'imagine, ce Oui, sentiment de sécurité, mais les gens ont tellement peur. Moi, je vois les gens que j'accompagne là sur les transitions, ouais. entrepreneuriales notamment, les gens ont tellement peur de manquer. Mhm. Ça vient d'où? Alors là aussi, il y a toutes sortes de ports d'entrée, il n'y a pas juste une piste Mmh, comme ça, mais c'est vrai que la peur de manquer, c'est peut-être, hein, j'ai fait un sondage tout dernièrement, alors j'ai encore pas regardé, mais j'ai reçu plus de 400 réponses, mais ouais, en regardant vraiment en gros, j'ai l'impression que la peur de manquer, c'est ce qui sortait le plus. ouais. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que la peur de manquer, elle n'est pas en lien avec quelque chose de rationnel. Je peux te dire, moi, dans mon métier de banquier, j'ai vu des multimillionnaires avoir peur de manquer tous les jours. Ça paraît invraisemblable, Mmh, mais encore une fois, ça n'a rien de rationnel. Parce que, peut-être juste pour faire une petite parenthèse avec ça, moi je vois qu'on est déjà dans un esprit de, plus ou moins dans un esprit de manque ou un esprit d'abondance. Un esprit de manque, on a tendance à voir tout ce qui manque, le verre à moitié vide. ouais, L'esprit d'abondance, on a tendance à voir tout ce qui est déjà là et être plutôt dans le merci, dans la gratitude, tu vois. Donc on pourrait avoir la même vie, mais vivre cette vie complètement différemment, suivant qu'on est dans un esprit ou dans l'autre. Alors, c'est pas c'est binaire, important ça, on n'est ouais, pas que dans l'un ou dans l'autre, mais moi je vois que je suis beaucoup plus aujourd'hui dans l'abondance et de moins en moins dans le manque, mais à une époque j'étais presque dans le manque. ouais. Donc ça change la vie, quoi. La vision qu'on a de Bah oui, de la réalité, hein, ouais, de notre réalité. Donc, dans cette notion de peur de manquer, quand on est là-dedans, on a plutôt tendance à voir ce qui manque plutôt que ce qui est déjà présent. mmh, C'est parce que il y a des peurs, et puis les peurs, elles peuvent être très irrationnelles, qui fait qu'à un moment donné, on perd la notion de réalité. Donc, d'où ça vient? Alors, effectivement, souvent, c'est en lien avec un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi ou de confiance en la vie également, et qui fait qu'on est plutôt... Tu vois, quand on pense, moi je crois qu'il y a beaucoup de personnes, je vois, avec l'argent, ils pensent qu'ils doivent se débrouiller seuls. Et si je pense que je dois me débrouiller seul, que je peux compter que sur moi, c'est anxiogène ce truc-là. mmh, Alors qu'en fait, c'est pas la réalité, je veux dire. Alors bien sûr, ben, on a peut-être tous un revenu et puis on achète nos produits, mais à un moment donné, il y a une famille, il y a d'autres personnes, il y a la société, il y a différentes choses qui font qu'on peut trouver du soutien à gauche, à ouais. droite. Mais tant que les personnes pensent qu'elles peuvent compter que sur elles, ça crée de l'anxiété et ça, j'en vois bien plus qu'on imagine. Donc, à un moment donné, il peut y avoir ou dans l'histoire familiale, effectivement, des choses qui se transmettent parce qu'il y avait déjà ces peurs-là dans la famille et je les ai comme prises Mmh. pour moi également, comme si ça se transmettait. Il peut y avoir eu, je prends un exemple tout simple, c'est que si au moment où il y a eu, au moment de ma conception, que pendant que ma mère était dans cette période-là, que l'un ou l'autre des parents ait eu des peurs en lien avec l'argent, on se dit, ouh là là, comment on va faire avec un enfant de plus, c'est que le premier, on n'est pas prêt, on n'a pas de revenus stables, je ne sais pas quoi, que déjà on va porter ça dès la naissance. Ouais. On peut avoir vécu parfois une situation difficile, aussi, tout à coup, il y a vraiment une vraie peur. Donc, il peut y avoir plein de situations différentes, mais c'est vrai que c'est comment on peut basculer dans quelque chose où on va plus mettre de l'attention sur ce qui est déjà là. Comment, quand la peur arrive, parce que ça peut m'arriver encore parfois, j'en ai eu beaucoup cette peur de manquer, ça peut m'arriver parfois, mais assez rarement. La différence, c'est que je la vois toujours plus vite. Et quand je la vois, je respire un bon coup, je prends du recul, puis je me dis, mais attends, juste là, Christian, juste là, à l'instant T, là, maintenant, quand on se parle, est-ce que là, il manque de l'argent pour faire ce que tu es en train de faire là, maintenant, en interview avec toi? Bah non, il n'y a Ouais. aucun problème, tu vois. Si je reviens à l'instant T, est-ce que juste, éventuellement, dans une heure, j'aurais pas à manger? Je peux dire que c'est absolument exceptionnel que la réponse soit oui pour quiconque. C'est clair. Donc ces peurs-là, elles sont toujours déjà projectives sur, à la fin du mois, assis à ma retraite ou je sais pas quoi, tu vois. C'est ça, bah, d'ailleurs la peur du manque, on se projette quasiment j'ai l'impression que les gens Mmh. se projettent dans, bah, du coup je vais perdre ma maison parce que je pourrai plus payer et je vais perdre ceci, je vais me Mmh. retrouver à la rue et je vais mourir. Ouais, Grosso modo, on arrive à la peur de la mort finalement très souvent. Ouais, et alors que ouais. comme tu le dis, il y a tout un environnement autour qui fait qu'on est quand même Mmh. relativement à l'abri, sauf exception Mmh. et on ne sera jamais dans ces situations Ouais, extrêmes. ouais. Donc c'est une peur qui est effectivement pas très
Rationnel, hein. rationnel. Ouais, Ouais. c'est ça. Oui, absolument. Donc c'est pour ça que ça demande dans ces moments-là de respirer, de revenir à son intériorité, à retrouver un peu de calme intérieur et à se poser la question juste là à l'instant, est-ce qu'il y a réellement un problème? Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu justement enfin pas justement, mais est-ce qu'on peut parler des personnes, je sais qu'en plus tu proposes des accompagnements particuliers pour ces personnes-là, tous les métiers de thérapeute, Mmh, bien-être, mmh, mmh, développement personnel, mmh. on sent que c'est des métiers, je ne sais pas si c'est lié justement, quelle est ton analyse par rapport à ça? Est-ce que c'est lié justement au fondement de ce métier-là, mais les gens ont du mal avec l'argent? Oui. Alors effectivement, j'ai créé un atelier qui s'appelle «L'argent dans les métiers d'accompagnement», Ouais. que ce soit du coaching, tout ce qui est thérapie, enfin voilà, tout ce qui est accompagnement au sens large. Et je l'ai créé, bon, parce que déjà, dans mon public, j'ai de nombreuses personnes dans ces domaines-là, parce qu'effectivement, c'est assez compliqué. Alors, il y a différentes raisons qui font que c'est compliqué. La première, c'est que pratiquement pour tout le monde, c'est pas un premier métier. C'est un Mmh. deuxième métier, c'est un métier de cœur. Avant, il y avait peut-être des métiers qui étaient un peu moins plaisir ou qui donnaient des métiers de souffrance. À un moment donné, ça devient des métiers de cœur. Et je vois beaucoup de personnes qui disent: j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. Tu vois, c'est comme si le fait d'avoir du plaisir, c'était tellement énorme que ce serait presque indécent, voire obscène de gagner beaucoup d'argent alors que j'ai Mmh. déjà du plaisir. Pourquoi? Parce que ceux qui ont du plaisir dans leur activité professionnelle, malheureusement, elles sont encore peu nombreuses. Donc, de l'autre côté, il y a les gens qui souffrent et eux, ils méritent de l'argent en compensation à la De souffrance. la souffrance, ouais. Donc, tu vois, donc, comme moi, je ne souffre pas, je ne mérite pas trop d'argent. Donc, ces gens vont faire plutôt des prix bas, des rabais pour un oui et un non, voire des gratuités à partir d'un endroit de malaise. Mais c'est comme s'il y avait deux camps, du binaire en quelque sorte. Donc, alors qu'il n'y a jamais personne qui nous a mis un pistolet sur la tempe en disant c'est interdit de gagner de l'argent quand on a du plaisir. Mmh. C'est jamais arrivé hein, pour quelqu'un. Mais c'est des croyances que nous portons. Et je pense que nous les portons aussi, peut-être il y a un deuxième aspect là derrière aussi, c'est que pendant longtemps, ces métiers dits de soins, qui étaient plutôt les métiers, je veux dire, d'infirmière, et on ne parlait pas de thérapeute il y a 40-50 ans en arrière, pas beaucoup en tous les cas. Ces métiers de soins, il y a encore bien un temps en arrière, c'était des sœurs, c'était beaucoup de personnes qui faisaient ça bénévolement. Ouais, Tous ces métiers-là c'est viennent vrai. du bénévolat et sont devenus petit à petit des vrais métiers ou des activités avec des formations, etc. Et que sur un échelon assez large, c'est encore assez rare que finalement l'argent soit intervenu là-dedans. Mmh. Et pour beaucoup, ça paraît comme normal que, voilà, que toutes ces choses-là, on devrait pas être payé. J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais il y a encore ce truc-là qui est là, si tu veux, qui fait que c'est assez nouveau. Et encore un autre piège aussi pour les personnes, c'est qu'il y a pour beaucoup cette idée, cette volonté, cette intention que je trouve positive hein, sur le fond, c'est d'être accessible à tout le monde. J'ai cette même intention aussi. Mais par contre, où il y a le problème, c'est que parce que ces personnes elles veulent avoir l'intention d'être accessibles à tout le monde, elles vont faire des prix bas pour être accessibles à tout le Ouais. monde, pour tout le monde. Alors que je prends un exemple, si la valeur de ma séance, ça serait, je dis un chiffre comme ça, 80 € les trois quarts, les 45 minutes ou l'heure, ce qui me paraîtrait le prix normal, et puis que je veux faire 40 ou 50 pour être accessible à tout le monde, il y a plein de personnes qui auraient les moyens, qui seraient prêts à payer Mmh. 80 et qui vont payer 40 ou 50. Donc ces personnes-là ne vont pas attirer suffisamment d'argent pour en vivre de manière un peu décente, ou elles vont devoir faire tellement de séances qu'elles vont s'épuiser au passage, parce qu'elles n'arrivent pas à valoriser. C'est souvent ce que je leur dis, je dis mais mettez le prix normal qui vous paraît juste et soyez prêts à trouver un arrangement avec ceux qui ont moins de moyens financiers si c'est ça votre désir. Mais ne faites pas payer tout le monde à ce prix-là quand une moitié ou plus aurait vraiment les moyens de payer plus. Ouais. Donc voilà, donc il y a vraiment ce malaise ouais, d'aller poser un prix, parce qu'en fait, en plus, c'est des métiers, on n'a pas appris, ce n'est pas des métiers du commerce du tout, en fait, hein, Mmh. du commercial. On n'a pas appris du tout à se positionner là-dedans. Et je vois à quel point le nombre de personnes qui me disent ah, mais avec ma tête, je pense ce prix-là, puis moi je dis le prix, je dis un autre prix en dessous, Ouais. tu vois. Et ça, c'est vraiment des grands classiques, quoi. Et après s'il faut même aller en entreprise pour les coachs et tout, pour certains, ça devient encore plus compliqué. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a pas cette, on sent que toutes ces personnes du domaine thérapie et Mmh. cetera ont beaucoup de mal, aussi à se vendre, à aller se faire connaître, Mmh. à avoir cette démarche un peu commerciale, Ouais. parce que ça renvoie pour eux une image négative Et tu, aussi. et tu vois aussi, même l'expression habituelle, tu viens de l'utiliser, j'ai de la peine à me vendre. Ouais. Quand je vends quelque chose, ça ne m'appartient plus.
Je vends un objet, d'accord? Ça ne m'appartient plus. Ouais. Alors, si je me vends, ça veut dire quoi? Est-ce que je ne m'appartiens plus ou bien, tu vois, déjà l'expression en tant que telle, elle n'est déjà pas anodine. C'est vrai. C'est pas nous que nous vendons, même si on y met ses tripes, même si on met son cœur, mais c'est un service, c'est une prestation. Et quand la personne dit non, elle dit non à ma proposition, elle ne dit pas non à moi. Mm. Et c'est important d'avoir ce décalage entre l'un et l'autre, effectivement. Donc du coup, dans ces métiers, il y a une forme de plafond de verre, j'imagine, une sorte de seuil inconscient, plafond Ouais. inconscient qu'on ne veut pas dépasser parce qu'on estime qu'on fait un métier d'aide et Mhm. du coup, on se doit de ne pas être riche, de ne pas gagner Ouais. très bien sa vie. Et la difficulté aussi peut-être à demander un certain prix aux gens, on a peut-être l'impression de rajouter de la souffrance à Alors, ces personnes-là en alors leur demandant un prix, non? ouais, peut-être. Alors, je dirais déjà que ce sont des métiers qui attirent beaucoup de sauveurs. Ouais. J'en suis un au départ, je suis plutôt la Ouais, catégorie des ouais. sauveurs. Hein, les Moi bourreaux, aussi. c'est pas là qu'on les trouve. Hein. Les bourreaux, on va plutôt les trouver ailleurs, mais on est plutôt dans les sauveurs là-dedans. Ouais. Donc, si tu n'es pas conscient de ça, que tu vas commencer à vouloir sauver tes clients, alors que c'est pas juste, c'est pas bon pour eux. Mm. Donc ça, c'est la première chose à voir. Après, deuxième chose, c'est que si j'ai un prix bas, automatiquement, je vais avoir un plafond de verre puisque mon temps, il n'est pas extensible à l'infini. Ouais. Donc, tu vois, j'échange mon temps contre de l'argent et à un moment donné, je peux faire plus que temps. Donc, ça limite automatiquement les revenus que je peux Bien avoir. sûr. Donc ça, c'est le plafond de verre que j'aurai également. Mm. Et en plus, il y a une chose aussi, et que parfois on entend dans la société, qui est absolument, pour moi, qui a aucune, comment dire ça, aucune valeur, c'est qu'il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais toi, ça ne te fait rien de demander de l'argent à ceux qui souffrent, à ceux qui ne vont pas bien. » Tu vois, c'est quand même extraordinaire, je trouve, ce genre de phrase assassine, quelque part, Ouais. parce que ceux dans les entreprises qui génèrent du stress, hein, des patrons qui sont stressés, parce qu'ils n'ont pas leur bonus, le résultat, machin, qui ont des attitudes qui sont ce qu'ils sont, mais pas très attentifs, pas très attentionnés aux êtres humains, eux peuvent gagner beaucoup d'argent, ça ne dérange pas les autres, mais à coup ceux qui sont en bout de chaîne, qui viennent récupérer tous les gens qui ont souffert dans l'entreprise ou ailleurs, eux ne devraient pas gagner d'argent parce qu'il y a un truc qui ne joue pas là derrière, quoi. Mm. Mais de la part de ceux qui disent ça, pour moi, c'est déjà mal intentionné et une complète mauvaise compréhension de la situation. Ben non, au contraire, moi je trouve que retrouver la santé, retrouver de l'estime de soi, retrouver de l'envie de vivre, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Mm. Ça change tellement la vie. Ouais, c'est sûr, Et que beaucoup seraient prêts à mettre des fortunes pour retrouver tout ça. bien sûr. Alors pourquoi on devrait faire ça gratuitement? Ça a une vraie valeur. Ouais. Ouais. Et peut-être aussi, un des derniers pièges aussi, je vois que des personnes qui sont tellement mal à l'aise de fixer un prix, elles vont faire une participation libre. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment de dire, vous payez ce que vous voulez, je veux dire, à la base, pourquoi pas, mais le problème de la plupart des gens que je rencontre qui font ça, c'est leur malaise qui fait que c'est la patate chaude que je refile aux clients. Oui, c'est Et vrai. puis, le client, je peux te dire, certains, ils sont super mal à l'aise de devoir définir eux-mêmes un prix parce qu'ils n'aimeraient pas ne pas payer assez et tout. Mm. Donc, ils sont très embêtés C'est vrai. et ça peut même Ouais. nuire à la relation et même à la limite ne plus avoir envie de venir parce que ça crée du malaise. Ouais. Et du coup, alors, tu accompagnes les thérapeutes tu fais des ateliers, c'est ça? Je fais des ateliers spécifiques pour les thérapeutes où on travaille bien sûr leur relation à l'argent, Ouais. mais on va aussi discuter justement des questions de prix, comment on peut être créatif par rapport à la notion de prix. Je fais aussi une expérience avec de l'argent que les gens amènent sur le donner, recevoir, demander, qui est très forte, très, très puissante. Et puis également, j'enseigne des processus d'accompagnement que j'utilise aussi, qui peuvent être utilisés sur plein d'autres domaines que l'argent, mais aussi sur l'argent, pour justement leur permettre encore d'être un peu mieux outillés également. D'accord, donc c'est une population, on va dire, sur laquelle toi, tu notes qu'il y a eu plus de difficultés dans la relation à l'argent que chez d'autres personnes? Je ne dirais pas qu'il y a forcément plus de difficultés, mais je dirais qu'elles en sont plus conscientes. Ouais. C'est surtout ça. Tu vois, je prends un exemple. Tant que tu es salarié et puis que ton salaire il tombe chaque mois, ben, tu as au moins ce sorte de confort-là. Et ce qui n'empêchait pas que j'avais un très bon salaire, j'avais comme des peurs, hein, si tu veux. Mm. Mais si j'avais été indépendant, j'aurais été traumatisé, bourré de peur à l'époque. Tellement j'avais déjà des peurs avec un bon revenu. Tu peux imaginer s'il y avait l'inconnu de ne pas savoir ce qui tombait à la Ouais. fin du mois. Donc, tu vois, dans ces métiers, comment justement on devient indépendant et tout à coup, il y a cette… inévitablement, tu me demandes ce que je vais gagner en 2019, je n'ai pas la moindre idée. Alors aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème parce que j'ai une immense confiance. Mais pour des personnes, c'est insupportable de ne pas avoir justement cette visibilité et ça vient réveiller des peurs. Donc, si tu veux, le fait qu'on soit confronté à l'argent de manière beaucoup plus claire, qu'on doit se positionner, enfin, ce qui fait qu'on devient plus facilement conscient de ça. Et il y a une autre raison également, celui qui m'a enseigné le fruit de ses travaux, donc Peter Koenig, disait, tu verras,
le thème de la relation à l'argent travaille vraiment des couches très profondes de l'être humain. On est vraiment sur les bases sur lesquelles se construit l'être humain. Et tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir, qui ont fait déjà beaucoup de travail sur eux, et c'est comme un morceau qui manque encore. Donc c'est aussi pour ça que je rencontre ces gens-là, parce que ce sont souvent des personnes qui ont déjà fait beaucoup de travail sur eux, Ouais. et c'est encore le morceau qui manque, encore tout en bas, au plus bas, parce que comme tu disais toi-même, on va même parler de se donner le droit de vivre, la peur de la mort, mais aussi juste prendre sa place, oser prendre sa place dans la vie. Et donc c'est pas des Ouais. thèmes qui sont anodins du tout. D'ailleurs, on le voit dans ton séminaire donc, Mmh. auquel j'ai assisté, où parfois les gens qui montent sur scène et qui vivent des expériences de coaching avec toi, ça fait remonter des choses vraiment très archaïques, quoi. Absolument, c'est vrai. C'est Et, pour ça que ce thème, moi j'aime beaucoup ce thème parce qu'il me permet de rencontrer l'humain justement dans son authenticité profonde, dans cette humanité de qui on est au plus profond de nous. Et que j'ai pas trouvé d'autres thèmes, on va aussi vite à cet endroit-là, on n'est pas du tout en surface, ouais. on va très vite à un niveau profond. Et c'est ça que j'adore. Et selon toi, donc chez les thérapeutes Mmh. professionnels du bien-être, etc., est-ce que c'est ce dont tu parlais, le fait de la difficulté à fixer des prix, la difficulté à donner de la valeur à ce Mmh. qu'on fait, est-ce que ça participe au fait qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal à vivre de leur activité? Alors oui, bien sûr, parce que encore une fois, si je mets des prix trop bas, ben, à un moment donné, ils vont devoir revenir dans une activité dite alimentaire, C'est comme ils ça? le disent eux-mêmes en fait, hein, et c'est du gâchis et c'est dommage. Et donc, à un moment donné, tu vois, s'il y a des peurs, qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, on va mettre des prix bas aussi, hein. La peur de la concurrence, qui est aussi une peur, fait qu'on va mettre des prix bas. Donc en fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas ça qui fait la différence. C'est pas ceux qui ont des prix bas qui marchent le mieux. Non. Alors certains, ça marchera, mais pour d'autres, pas du tout. Il y a encore des prix plus élevés. Mais pour eux, c'est tellement clair que ça vaut ça. Quelque part, l'énergie qu'ils dégagent est différente. Alors que certains ont des prix bas, ils s'excusent encore de faire payer. Donc tu Ouais. vois, l'énergie qu'on dégage n'est pas du tout la même en fait. Puis comme tu dis, en termes de temps, Mhm. ça va demander encore plus de temps de Ben oui. travail parce que pour atteindre le même niveau de revenu, on va Mhm, dire, mhm, il va falloir travailler 10 fois plus. Et puis, dans ces métiers-là, on sait très bien, enfin, moi, en tout cas, je sais, c'est que moi, je dirais, ce qui fait la qualité de mon accompagnement, c'est mon alignement, c'est pas autre Ouais, chose que ça. Et ouais. mon alignement, il tombe pas du ciel comme ça, je dois en prendre soin, je dois prendre du temps, moi, je sais que je vais dans la nature, je médite, enfin, je fais des choses pour vraiment, on dit, bon, moi, je travaille beaucoup aussi, c'est vrai, mais vraiment pour vraiment complètement centré, et dans ce moment que je suis centré, c'est fluide, ça va tout seul, quoi. Mmh. Donc, pour ça, on a besoin de s'accorder du temps aussi. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Mhm, ces personnes-là? mhm, Comme petites mhm, clés, mhm. petits conseils, Oui, moi je dirais déjà justement d'aller s'observer. Moi je trouve que c'est important parce qu'on n'a pas pris l'habitude, on a affaire à l'argent tellement souvent. Tu vois, on va faire on fait des courses, on fait des achats tout à l'heure, on va manger au restaurant. Comment est-ce qu'on regarde la carte en fonction de l'argent? C'est quoi les choix, les critères quand on doit parler d'argent avec un client et tout ça? Donc vraiment, dans un premier temps, moi je dirais les premières choses à faire, c'est prendre pendant une semaine, peut-être puis noter toutes les pensées qu'on a avec l'argent, chaque fois qu'on a un truc, chaque fois que je demande de l'argent, chaque fois, ou qu'on discute de ça en famille, vraiment noter, noter, noter pour vraiment comprendre ces fonctionnements, parce que ça commence toujours par une prise de conscience. ouais. Et à partir de ces prises de conscience, je peux commencer à poser des choses différentes. Mais si je prends l'exemple des prix, ça pourrait très bien être de dire, OK, je vais vraiment sentir c'est quoi le prix juste pour moi. Si je ne m'occupe pas du client, j'oublie le client, ce serait quoi le prix juste? Et je peux même m'entraîner à le dire devant le miroir. Voilà, bonjour monsieur, observez mon prix, c'est tant, 80. Et je regarde, si j'arrive à garder les yeux fixés là dans le miroir, parce que je dis toujours, le principal test que tu dis à un prix, il y a deux choses. Un, est-ce que tu gardes toujours tes yeux au niveau de l'autre, ou tu es en train de Ouais. baisser les yeux, tu vois? Donc tu peux regarder l'autre dans les yeux tranquillement en donnant ton prix, c'est que tu es à l'aise. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu es en train de justifier ton prix alors que l'autre t'a rien demandé? Et ça, c'est pas rare non plus. C'est vrai. Donc si c'est le cas, c'est que je suis encore pas à l'aise. Ouais. Donc c'est vraiment comment je peux fixer ce prix-là. Et puis si une fois un client dira ah ben c'est cher, on dit ah bon, cher par rapport à quoi? Cher, ça ne veut rien dire. Cher et bon marché, ça ne veut rien dire. Ce sont juste que des points de vue. Oui. C'est pas parce que le client a ce point de vue qu'il a raison, c'est son point de vue. Quand je dis cher par rapport à quoi? Ah ben il y a un autre qui fait ce prix-là. Ah d'accord, mais ça veut dire que tous ceux chez qui vous allez faire 1 heure de thérapie, vous avez exactement tous le même résultat. On sait bien que c'est pas du tout ça. C'est quoi qui vous intéresse? C'est de payer le moins cher, c'est d'avoir des résultats. C'est important de savoir, tu vois, à un moment donné.
Oui, Parce que moi, je vois moi, je préfère aller chez quelqu'un qui, en une demi-heure, fait le même travail que quelqu'un qui fait 1 heure et demie, hein, j'ai gagné 1 heure de bien temps. sûr, bien Et sûr. même si je dois payer le même prix, j'ai quand même gagné 1 heure de temps. Ouais, c'est l'efficacité. Voilà, donc tu vois, cette notion de cher et de bon marché, ça veut rien dire puisque ce sont que des avis personnels des uns et des autres. Par contre, moi, je suis OK avec mon prix, je suis aligné avec mon prix. Alors, il y a ça, et puis si tu veux, il y a des personnes qui cherchent par le prix. Il y a des personnes, mais quelles que soient les choses, pas seulement chez les thérapeutes, pour plein de choses, eux qui Mm. cherchent avant tout, c'est le prix le plus bas. Alors, la question c'est, est-ce que moi je veux attirer ce genre de client-là ou pas? Moi, je Ouais, peux te dire, quand j'avais travaillé avec un thérapeute, si c'est vraiment avec lui que je veux travailler, mais le prix, c'est juste si je le demande, dans le sens que je veux bosser avec lui et je ne vais même pas chercher 3 concurrents. mm, Pas, je sens que c'est la bonne personne qui va me faire avancer et c'est ce que je cherche. bien sûr. C'est ça. Donc, à un moment donné, si tu veux, je crois même que nous-mêmes, on a quelque chose à proposer. On a envie de clients qui soient engagés et puis qui sont fidèles, quoi. Plutôt que des gens qui passent à gauche, à droite, juste en cherchant le meilleur marché à gauche, à droite. Alors voilà, à un moment donné, c'est l'engagement du client qui est le plus important. Et l'engagement, il passe aussi par le fait de payer quelque chose pour la majorité des personnes, en tout cas. Ouais, puis il y a une question d'énergie aussi, de ce qu'on dégage, parce que si on est sûr de sa valeur, Mhm, mhm. de la valeur de ce qu'on Ouais, offre aux gens aussi, on va attirer des gens qui sont en adéquation avec ça. ouais. Moi, j'ai jamais eu autant de monde qui essayait de brader, Mhm, ou en tout cas de demander des tarifs préférentiels sur mes séances, qu'au moment où j'étais complètement perdue sur combien valaient mes mhm. séances. Ouais, Et là, tout le monde se permettait de me demander de baisser de 20 ouais, euros, de 10 euros, ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est ça, c'est que tant qu'on laisse la porte ouverte d'une certaine manière, même un petit peu Ouais, parce qu'on n'est pas sûr, il y a des gens qui vont s'y engouffrer. Alors quand tu es clair et que tu es ferme, c'est ben là, ça. il n'y a pas de demande. C'est ça qui est étonnant, hein. Ouais. Ouais. C'est super que tu aides les gens là-dessus, c'est Mhm. top. Bah, écoute, est-ce que tu as un petit mot pour Oui, parce qu'il y a une chose qui, en même temps, je trouve important, parce que tu me disais qu'il y a aussi tu accompagnes aussi des personnes qui n'ont encore pas fait le pas de la transition. ouais, Et puis peut-être quand même dire aussi qu'il y a aussi, parce que je rencontre beaucoup, c'est aussi beaucoup de personnes que je rencontre parce que souvent il y a 2 peurs derrière, je vois, ou 2 raisons qui font qu'on n'ose pas faire le pas. Il y a les peurs avec l'argent, ouais, que ça ne marche pas, que ça ne réussisse pas mon projet, que je ne gagne pas assez, ou parfois l'impression que je n'ai pas assez de compétences et tout ça. Bon, les compétences, elles peuvent s'apprendre la plupart du mmh, temps. Et les peurs avec l'argent, je vois souvent une des grandes peurs, c'est la peur de l'échec. oui, La peur de l'échec, je dis, et alors, s'il y a un échec, eh ben, c'est quoi les conséquences financières? Et alors, c'est quoi? Et on en revient à finir sous un pont, machin c'est truc, hein, et ça. voilà, souvent ça. Et en fait, c'est important de voir que, encore une fois, c'est un film qu'on se fait. Parce que de Mmh, toute façon, il y a tellement de décisions qu'on prend dans notre vie, on ne sait jamais si ça va marcher longtemps. Quand on se met en couple, on ne sait jamais si ça va marcher tout le temps, si à un moment donné, ça va rompre. Quand on commence un nouveau métier, on ne sait pas non plus. Quand je lance un projet, je ne sais pas non plus. Mais le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. c'est ça. Et ce que j'aimerais, c'est surtout pas vivre avec des regrets un jour en se disant ah, j'aurais tellement voulu faire ça, je Mmh, ne me suis pas autorisé à le faire. Parce que de toute manière, si on se lance dans un truc avec le cœur et puis on a vraiment envie, de toute façon, on va apprendre plein de choses. ouais, Même si à un moment donné, on va dire ah ben non, c'est pas pour moi, peut-être j'ai trop de peur, peut-être c'est pas ce que je croyais, ou peut-être que bon, ça marche pas, je vais retrouver autre chose, mais il y a moyen d'apprendre tellement de choses et ça va être un accélérateur de croissance personnelle. Et je trouve que c'est mmh, dommage de ne pas essayer rien que pour ça. Mais surtout, ce que je vois, c'est ce qui fera la différence, c'est cette foi, cet enthousiasme. Tu vois, c'est rester ouais, connecté à ce feu intérieur, parce qu'à cet endroit-là, moi, je fais les choses avec facilité. le feu Et quand je intérieur. reviens dans la tête, quand je reviens dans les peurs, c'est là que d'un coup, ça devient dur, et puis il faut réfléchir et tout. Donc, chaque fois que je reviens à cet endroit de contribution, c'est le feu, c'est ça, c'est à quoi j'ai envie de contribuer dans le monde. Là, il y a autre chose qui se dégage. J'adore ça, le feu intérieur. Mais c'est Mhm, ça, tu as mhm, raison, quand on est passionné et qu'on est vraiment dans sa mission, on va mhm, dire, mhm, mhm. bah ça roule, ça marche, Ouais. obligé. Et puis même si on n'est pas certain que c'est sa mission, bah, encore une fois, c'est en essayant. On Ouais, essaye, puis tout à coup, ben, on va voir, ah bah oui, ça me plaît bien, ça me plaît un peu moins bien, ben, je vais garder ça, peut-être je vais développer ça autrement. ça fait partie du chemin Ben de oui, la vie. bah oui, La c'est le vie, chemin. c'est le mouvement aussi, hein. On avance sur un chemin, mais on n'avance pas sur des rails. Donc, on Ouais, a le droit ouais. aussi de tester des choses. Puis il n'y a rien qui nous dit que ce qu'on fait pendant 3 ans, 5 ans sera toujours la bonne chose. Tu vois, Ouais. 5 ans après, peut-être qu'il y a autre chose qui se présentera. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est se mettre en route. Il y a plein de choses qui s'ouvrent, tu vois. C'est comme si au moment où tu avançais, qu'il y a toutes les herbes qui s'enlevaient toutes seules, et puis que le chemin, il se... Alors, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps un petit peu débroussailler, hein, qu'il faut que ça demande des fois un peu de courage, c'est vrai. Mais simplement, je veux dire par là, c'est que le chemin, il n'est pas souvent aussi difficile Hmm. le film qu'on peut se faire. Donc, et aussi, c'est pas du binaire, c'est pas tout lâcher non plus. Pour certains, ça peut être lâcher un morceau, on peut le faire Hmm. par étapes, enfin, on peut prendre le temps, mais juste de se mettre en chemin. En tout cas, moi, je sais que
parce qu'à un moment donné, j'ai déjà hésité à sortir et je me souviens, je me suis dit, tiens, qui c'est que je pourrais contacter pour essayer d'imaginer une autre vie? Et j'ai noté 10 noms et juste d'avoir commencé à téléphoner à ces gens, à aller les voir, ça m'a donné une pêche incroyable, tu vois. Alors que j'étais encore à la banque, mais de se mettre en route, se dire, je suis en recherche d'autre chose, Ouais. ça donne déjà de l'énergie. Ce qui enlève l'énergie, c'est quand je pense, je suis impuissant, je suis enfermé, ça enlève l'énergie. Donc surtout pas rester là-dedans. Ouais, la cage dont tu parlais tout à Voilà, l'heure, la avec prison la dorée, clé la à prison plus ou moins l'intérieur. dorée. Voilà. Ouais. Et puis ce qui est important aussi par rapport à ce que tu dis, justement, tu disais de sortir, le fait de Mhm. sortir, Mhm. mais les gens ont l'impression que s'ils sortent, tout ce qui est derrière Mhm. disparaît. Mhm. Alors que finalement, comme tu dis, si ça marchait pas, on ne sait Mhm. jamais, si Mhm. je me trompe, si ça me plaît pas, je peux toujours Ouais. retourner Ah oui. dans la prison. Les qualités que j'avais là, elles existent C'est toujours. ça, Et, voilà. Et puis, c'est ça. comme j'ai encore gagné en expérience, je serai encore plus intéressant. Voilà, tout à fait. Ouais. Et surtout, bien s'entourer également. Alors, c'est super, je trouve le job que tu fais, il est important. S'entourer d'autres personnes qui sont dans la même mouvance. Parce qu'il y aura toujours des oiseaux de mauvais augure pour prédire le pire. Mm. Ils sont juste en train de parler maladroitement de leur peur. Donc ces gens-là, ça. on prend un peu de distance et on va avec des gens dans la même dynamique, on s'encourage, on s'entraide. C'est super important, autrement pas vite se sentir seul. Ouais. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vraiment, je suis vraiment honorée d'avoir Ouais. pu partager ce moment avec toi. C'était génial. Ouais. Je suis sûre que tout le monde a pu apprécier aussi. Un grand merci, Christian. Je vous mettrai en commentaire les liens vers le site de Christian et puis ses ateliers aussi, Oui, si ça bien sûr, si volontiers. ça te va. N'hésitez pas à aller assister au prochain séminaire. Alors, il y en a un qui démarre dans quelques jours, mais il y en aura probablement d'autres dans les mois à venir, j'imagine. C'est vraiment des séminaires qui valent le détour et qui permettent de réaliser des vrais changements à l'intérieur de vous et pas que par rapport à l'argent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur plein de choses dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup. Je te fais une bise. Mais oui, plaisir. Merci Christian, Merci à pour ce que tu bientôt. fais aussi. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir.